suis Grégory Delessé, responsable de la branche transport chez SCOR. Bienvenue au premier entretien de la PREF de l'année 2024 qui sera consacré à l'assurance et la réassurance transport. Merci à nos deux intervenants, Mathieu et Christophe, d'avoir accepté de répondre à mes questions. La première question qui me vient concerne le périmètre de l'assurance transport. Mathieu, si tu veux commencer. Alors, en marine, par assurance transport maritime, on entend les assurances de corps et les assurances de marchandises transportées. Par assurance de corps, ce sont les corps maritimes, corps et machines, l'assurance dommage des navires, qu'ils soient des navires de commerce, des navires de transport de passagers. Et quant aux marchandises transportées, ce sont tout simplement tous les biens qui sont transportés, qu'on appelle aussi des facultés, en transport maritime, en transport terrestre ou en transport aérien. Bien transportés, bien également stockés. Et en plus de ça, on assure également les responsabilités maritimes, mais également les responsabilités contractuelles des métiers du transport. Concernant l'assurance aviation et spatiale, plusieurs segments d'activité nous concernent en particulier. Globalement, on assure tout ce qui vole. Tout ce qui vole, ça va du parachute au ballon, au dirigeable, mais on pense évidemment beaucoup plus rapidement aux avions de tourisme, aux jets d'affaires, aux jets privés et aux avions de ligne. Donc toute la filière aéronautique est assurée par nos soins. Ça commence par les constructeurs et ensuite ça va vers les compagnies aériennes et les exploitants d'aéronefs. Que représente en volume de primes le marché de l'assurance transport en France et dans le monde? Le marché de l'aérien représente environ 6 milliards de dollars de primes. On compte beaucoup en dollars dans notre branche d'activité puisqu'elle est très internationale, qui se répartissent grosso modo par un bon tiers concernant les compagnies aériennes. Donc 2 milliards à peu près de dollars encaissés au titre des compagnies aériennes. Toutes les compagnies du monde contribuent à cette assiette de primes. 1 milliard, un peu plus d'1 milliard, 1,5 milliard pour la partie constructeur, dans laquelle évidemment les deux grands constructeurs Airbus et Boeing sont relativement significatifs. Beaucoup d'activités petites et fractionnées et très dispersées pour l'aviation générale. On est à 1 milliard de dollars rien que sur le marché américain, plus un autre milliard, plus après vous avez tout, j'allais dire, les petites branches un peu plus secondaires, les aéroports et les petits fournisseurs. Et ce volume de primes de 6 milliards concerne le marché français ou le marché international? Le marché international. Le marché international. Et la France représente grosso modo un petit 10% de part de marché. Très bien. Et en transport Alors pour l'assurance transport maritime, c'est un marché qui représente 36 milliards de dollars. 57% ça pourrait les facultés, 25% les corps et machines, et le reste c'est un mélange d'énergie et de responsabilité. Donc ça c'est le marché mondial, donc 36 milliards. La part de l'Europe dans ce marché maritime représente 47%. Et si on fait un point plus sur la France, comme Christophe l'a dit, donc pour toi c'est 6 milliards et si j'ai bien compris 500 millions pour la France. Pour le marine, c'est donc 36 milliards, 5% pour la France et 1,5 milliard. Donc le marché de l'assurance transport en France, c'est l'addition du marine, 1,5 milliard, plus 500 millions, à peu près 2 milliards. Et vous l'avez peut-être lu sur le site de France Assureur, ce marché a connu une forte augmentation en 2022, puisqu'il est passé de 2 milliards 100 à 2 milliards 3. Donc la France représente pour les marchés mondiaux de l'assurance transport, un marché significatif, avec ses parts de marché autour de 5% marine, 7% en aviation, et on se place généralement dans le top 5 des principales places de marché de l'assurance transport. Merci Mathieu. Et concernant les résultats, je sais que durant la période Covid, on peut dire que le marché transport, les résultats ont été meilleurs, mais c'était notamment dû à l'activité qui a baissé. Que pouvez-vous nous dire des résultats récents? Alors pour le marine, on a connu un cycle baissier quasiment qui a duré 15 ans, 15 ans de baisse consécutive, à la fois sur les marchés mondiaux, mais également en France. Tout simplement parce que c'est un marché qui est très compétitif, où il n'y a quasiment pas de barrière à l'entrée, où il est facile de monter des capacités. Et ce marché a connu, à partir de 2020, un redressement qui est lié à plusieurs facteurs. Le Covid a un peu amorcé ce redressement, mais il a surtout été redressé par des retraits massifs de capitaux,
à Londres et auprès de la réassurance. Et mécaniquement, les prix se sont ajustés depuis maintenant 4 ans de façon consécutive. Donc ce redressement consécutif nous a permis, nous, assureurs marines, de reconstituer des marges. Marges très utiles pour payer des sinistres majeurs, mais on en parlera peut-être plus tard, liés à la fois à des événements climatiques ou alors à des événements géopolitiques. Donc on a retrouvé un équilibre, un peu de marge. On est encore sur une tendance de renouvellement 2024, plutôt sur un marché qui reste dur, voilà, donc avec des majorations. Et on le souhaite pour garantir la pérennité de notre ligne de marché en marine, que ce soit en corps, que ce soit en faculté, même en énergie ou alors encore en responsabilité maritime. Est-ce qu'on voit la même tendance chez toi, Christophe? Oui, beaucoup de similitudes avec ce qu'a dit Mathieu, hein. Je pense que les effets de cycle sont peut-être un tout petit peu plus courts. On avait un cycle baissier qui a duré à peu près 7-8 ans. Un point d'inflexion que je situerais à 2019. Hein. L'année de souscription 2019 a été le début d'une hausse tarifaire pratiquée par l'ensemble des marchés d'assurance. Cette dynamique a été un petit peu enrayée par les effets Covid, hein, puisqu'effectivement, on avait des hausses de primes et des hausses de taux de primes, mais une assiette de risque beaucoup plus réduite, puisque, souvenez-vous, l'assurance aviation a dû subir un arrêt quasiment total de toute activité aérienne pendant les années Covid. Hein. À part les acheminements sanitaires, il ne s'est quasiment plus rien passé pendant à peu près 2 ans. Mais néanmoins, ces 2 années nous ont permis également de reconstituer un certain nombre de marges techniques, parce que pas d'activité, mais pas de sinistre non plus, ou très très peu de sinistralité. Et puis en parallèle, une amélioration de la safety, une amélioration de la sécurité qui notamment est liée au renouvellement de parc. Ces renouvellements de parc d'aéronefs qui s'est souvent opéré dans le cadre aussi de la RSE ou des politiques RSE des entreprises, puisque les nouveaux appareils consomment évidemment beaucoup moins de kérosène que les anciens. Donc je dirais qu'on est un petit peu sur des tendances assez similaires, un marché encore relativement dur, une politique de souscription qui aujourd'hui reste assez ferme de la part des opérateurs d'assurance et surtout conduit par un marché de la réassurance, on en parlera très certainement, qui se durcit et qui continue à se durcir du fait de quelques sinistres significatifs, dont le fameux sinistre Boeing dont on parlera certainement. Alors, quels sont les principaux marqueurs de ces 5 dernières années pour notre branche? Alors, en complément, effectivement, d'un côté, le point très positif de l'amélioration de la safety, qui est indéniable. Hein. Je voudrais juste donner un chiffre à nos auditeurs et à nos spectateurs. C'est clairement de dire que pendant les années, depuis les 5 dernières années, on n'a jamais eu un taux de safety aussi bas en 2023, alors que cette moyenne comprend les années de Covid où il ne se passait rien. D'accord. Donc même quand il ne se passait rien, on est encore plus bas que quand il ne se passait rien au niveau du Covid. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a une claire amélioration des conditions d'exploitation des aéronefs. On en est tous très contents à titre d'usager du reste. Les points, les marqueurs négatifs, évidemment, ce sont les sinistres qui se sont produits. Un sinistre énorme avec Boeing, le retrait du 737 MAX, hein, un aéronef très réputé et très, très vendu qui a dû être retiré du marché pendant de nombreuses années, donc qui a généré le sinistre historique. Et puis, malgré tout, la situation géopolitique, Mathieu en parlait, la guerre en Ukraine, qui évidemment a généré aussi un certain nombre de tensions, non seulement sur l'exploitation de l'espace aérien, tout le monde peut le vivre également, mais aussi du fait de la confiscation par le gouvernement russe de à peu près 500 appareils. À titre là aussi, juste une illustration, ces 500 appareils confisqués représentent en sinistre économique potentiel pour l'assurance et la réassurance 3 fois le World Trade Center. Ouais. Oui, parce qu'on a évoqué beaucoup de chiffres, mais est-ce qu'on a à peu près une idée maintenant d'un chiffre un peu global sur cet événement et l'exposition? Boeing, c'est 3 milliards pour la faire courte, et puis la confiscation russe, c'est 12, en tout cas un sinistre économique immédiat de 12 à 15 milliards, avec sans doute une résolution, puisque le gouvernement russe commence à rembourser une partie de ces confiscations. Mais on voit bien qu'on part de 12 à 15 milliards, donc on pourrait atterrir aussi autour de 2 à 3 milliards. Ce qui est un sinistre très conséquent par rapport au volume de primes que je vous indiquais tout à l'heure.
Et Mathieu, sur la partie transport, donc marine, quels sont les marqueurs de ces 5 dernières années qui sont marquants? Nombreux, Ouais, ouais, nombreux, ouais, nombreux, ouais. nombreux, beaucoup de tendances, à la fois des tendances positives et négatives. Évidemment, tu l'as souligné, hein, quand on peut pas oublier le contexte géopolitique extrêmement préoccupant. À l'heure où on se parle, la mer Rouge, qui représente à peu près 30% du trafic des conteneurs, 10% des trafics de pétrole, est quasiment bloqué par les Houthis qui tirent sur tous les navires qui passent. Avant, c'était, et encore, la mer Noire, où on avait 115 navires qui étaient détenus dans une mer quasi fermée. Donc un contexte géopolitique extrêmement fort. Jamais été aussi fort que depuis ces trois dernières années. Et puis je pense aussi au détroit d'Ormuz, aux risques maritimes au large du Liban, d'Israël. Donc un contexte très très fort, très marqué. Il y a un contexte économique qui est difficile aussi. Alors que le marché maritime s'est redressé en assurance, alors que le sous-jacent, donc l'activité maritime, s'est redressée, avec des armateurs qui affichaient des résultats extraordinaires, en 2023-2024, les tendances sont plutôt assez négatives. On voit une économie qui s'essouffle un petit peu, une Chine qui consomme moins, qui exporte moins, et puis un phénomène de réindustrialisation, hein, ou même de friendshoring, comme les Américains disent, où on remet des usines, on fait des échanges uniquement avec des pays amis. Du coup, ça veut dire une tendance à l'activité économique moins importante. À cela, ça s'ajoute aussi des risques d'accumulation de plus en plus importants. Vous vous rappelez peut-être qu'en 2011, on parlait des porte-conteneurs qui faisaient 11 000 boîtes, le Emma Maersk, qui avait vraiment marqué les esprits. Aujourd'hui, il y a quelques mois, OOCL, un armateur hongkongais, a annoncé un navire de 24 000 boîtes. 24 000 boîtes. Donc quand on sait 24 000 boîtes multipliées par un facteur à peu près de 50 000 $ la boîte, plus le corps de navire, c'est potentiellement des pertes au total entre 2 et 3 milliards de dollars. Donc si ce porte-conteneur passait au large de Bab el-Mandeb et se faisait détruire par un missile Houthi, on parlerait d'une perte financière de près de 3 milliards. 3 milliards pour un marché de l'assurance marine de 36 milliards, c'est 10%. Économiquement, ce serait difficile, mais surtout, ce serait sûrement des conséquences très très fortes sur toute l'économie mondiale. Donc j'ai parlé du géopolitique, j'ai parlé de l'économie, il y a forcément aussi le climatique. Le climatique est une tendance très très forte sur l'activité maritime, parce que l'industrie maritime, qui représente 3% des émissions de carbone aujourd'hui, s'est engagée dans un plan de décarbonation d'ici 2050, comme tu t'en souviens, pour atteindre la neutralité en 2050. Et c'est une tendance que les assureurs veulent accompagner. Voilà, dans la sélection des navires, dans la sélection aussi de la construction des navires. Donc il y a une tendance très très lourde de tout simplement régénération, de reconstruction d'une flotte qui va se faire à la fois par les banques et également par les assureurs. C'est ce qui amène des nouvelles technologies. Et on sait que les assureurs sont parfois un peu frileux concernant les nouvelles technologies. Tu l'as dit, nouvelles technologies, donc inconnues pour les assureurs. Les assureurs n'aiment pas l'inconnu. Toutefois, on veut pouvoir s'inscrire dans ce mouvement. Et pour nous, c'est une tendance plus positive que négative. À cela, je voudrais aussi ajouter le risque de digital. Aujourd'hui, notre industrie est une industrie qui échange beaucoup de papier. Il y a beaucoup de data. Et on sait que ce data, dans l'assurance transport, je suis certain aussi dans l'assurance aviation, hein, va transformer complètement nos métiers, va transformer complètement l'échange et la relation qu'on a avec nos clients. La tendance positive, c'est que les clients attendent une proposition de valeur différente de celle de la protection. Et c'est une tendance qui va certainement marquer les 5 prochaines années. Donc je vous ai parlé donc du géopolitique, de l'économie, du digital, du climatique, de la taille des navires. Comme pour l'aviation, le safety est meilleur en fait. Quand on regarde la tendance des sinistres perte totale, finalement, on se rend compte que la plupart des sinistres sont assez mineurs. Pour 80%, c'est souvent des erreurs humaines. Et ces erreurs humaines sont corrigées. Donc il y a une tendance du maritime, que ce soit dans le transport de marchandises ou bien de passagers, qui s'améliore d'année en année. Et ça, c'est vraiment une tendance très positive. Alors que la flotte s'agrandit.
Alors que la flotte mondiale, commerce mondial s'agrandit. alors que la flotte qui fait à peu près 55 000 unités s'agrandit d'année en année.